Merci beaucoup. On va passer à la dernière intervention pour laisser le temps des questions après la dernière intervention de Benoît Deshaies, qui travaille actuellement au Louvre, mais qui est surtout contributeur de tous les projets Wikimedia dont il nous parlera, encore plus connu sous le pseudo Shonagon, pour ceux qui sont sur les réseaux et qui sont sur Wikimedia. C'est vraiment par son pseudonyme qu'il est le plus connu finalement. Je te laisse la parole. Oui. Merci Antoine, merci Aline et Nacha pour cette journée et ce colloque absolument passionnant. Et sur des problématiques qui nous tiennent profondément à cœur au sein des projets Wikimedia. Justement, c'est ce qu'on va évoquer juste en préalable. Je voulais rebondir sur ce qu'a évoqué Johanna Daniel tout à l'heure à propos du portrait de Ducreux. C'est vrai que j'ai eu l'occasion de discuter avec une surveillante dans les salles de peinture du 18e et qui me racontait qu'elle était très sollicitée par les publics pour savoir où était ce tableau. Donc le même donne envie de voir les œuvres in situ. Voilà. Donc, ça a son succès, ça se confirme. Les mêmes, et puis aussi les projets Wikimedia. Donc moi, je vais vous parler des projets Wikimedia. Alors, ma présentation va être assez simple. Donc, pour ceux qui seraient assez experts de ces questions, ils risquent d'être un petit peu déçus, mais c'est vrai qu'il y a souvent une impression que c'est assez compris, connu, bien par tout le monde. C'est pas toujours le cas, je m'en rends compte. C'est vrai qu'on parle parfois des projets Wikipédia, et en réalité, c'est une galaxie de différents projets qu'on va décrire brièvement, surtout sur ceux qui concernent la problématique de cette journée d'aujourd'hui concernant les images et leurs usages. Donc là, vous avez les principaux projets de la galaxie Wikimedia. Qu'est-ce qui les définit? Ils sont hébergés par la Wikimedia Foundation, tout simplement, et ils sont organisés par des communautés ils sont gérés par des communautés de contributeurs. Le principal, vous le connaissez tous, c'est Wikipédia. Vous en avez d'autres majeurs. Wikimedia Commons, qui est la bibliothèque, le Wiktionnaire, qui est le dictionnaire collaboratif, Wikisource, qui recense un très grand nombre de textes libres, accessibles, et également le projet Wikidata, qu'on va voir plus en détail. Alors, concernant cette journée sur les images, on va surtout nous intéresser à deux projets, en particulier de la galaxie, qui sont Wikimedia Commons et Wikidata. Il faut bien voir que Wikipédia, c'est l'encyclopédie. Mais quasiment toutes les images ou tous les médias qui sont sur Wikipédia sont en réalité hébergés sur un site transversal qui s'appelle Wikimedia Commons. Si vous cliquez sur une image, si vous recliquez dessus, on va vous proposer d'aller voir le détail et vous allez changer de site. En fait, si on regarde bien, et on se retrouve sur Wikimedia Commons. Autre projet Wikimedia majeur qui va concerner à la fois les images, à la fois le projet Commons et à la fois Wikipédia, c'est le projet Wikidata, qui est la version super base de données des projets Wikimedia et qui a également son autonomie. Donc moi je voulais voir des choses simples. Tout simplement, on va essayer de décrire une page d'un fichier de Commons. Donc là, si on prend, voilà, on se retrouve sur une page concernant une reproduction d'une œuvre connue comme l'Exaltation de la fleur, qui est une œuvre qui est au musée du Louvre. On va avoir un fichier image et on va avoir également des métadonnées. Des métadonnées qui vont à la fois nous renseigner. Alors là, c'est quand même une notice qui est relativement très bien structurée. C'est normal, c'est Marie-Lane qui l'a faite et elle a toujours fait du très bonne contribution. On va avoir des informations à la fois sur l'œuvre. Donc ici, son titre, c'est le titre usuel, hein, l'Exaltation de la fleur. C'est un relief du département des antiquités grecques, étrusques et romaines. Et ça, c'est la partie qui concerne l'objet, avec d'autres informations concernant la datation, le numéro d'inventaire ou le lien vers la base Atlas, et également des informations sur la photographie. On voit ici que cette page est particulièrement bien documentée, puisqu'on a même une séparation entre la licence de l'œuvre, puisque c'est une œuvre du domaine public, et la licence de la photographie. En fait, ici, c'est une œuvre du domaine public, a priori, hein, 5e siècle avant l'ère chrétienne. Et la photographie, elle date de 2006. C'est une reproduction d'une œuvre en 3 dimensions qui est couverte par le droit d'auteur. Donc là, elle avait placé à l'époque l'œuvre dans le domaine public. Alors c'était dit ce matin, c'est pas, voilà, c'est quelque chose qui n'est normalement pas permis du point de vue légal, parce qu'on ne peut pas se dessaisir de son droit d'auteur. C'est vrai qu'on a depuis, puisque c'est en 2009, est sorti la CC0 qui permet de répondre à cette contrainte. Les données, elles sont renseignées par du Wikicode, et c'est vrai que là ça se complique un petit peu. C'est vrai que c'est toute une syntaxe qu'il faut parfois qu'il faut apprendre, qu'il faut maîtriser. C'est pas forcément compliqué, c'est pas simple non plus pour pouvoir renseigner les informations. Autre chose qu'on retrouve toujours dans la même page, c'est les utilisations sur les wikis.
sur les projets Wikimedia, et là on peut voir que cette œuvre, elle est intéressée elle est utilisée dans différentes Wikipédia, parce qu'il n'y a pas qu'une seule Wikipédia, il n'y a pas qu'un projet Wikipédia, en fait il y en a plusieurs. Il y a l'unité de Wikipédia, c'est la langue. On a une Wikipédia en français, une Wikipédia en anglais. Elles n'ont pas forcément les mêmes règles ou les mêmes communautés de contributeurs, même si elles partagent un but commun, hein, de diffusion des connaissances. Et on peut voir que ce fichier il est utilisé dans différentes choses, alors dans différentes pages, notamment sur des contenus propres à l'histoire antique, mais pas seulement. On va voir qu'il est utilisé, par exemple, sur la Wikipédia en français, dans la page champignons hallucinogènes. Si ça vous intéresse, vous pouvez aller voir en allant sur la page, vous comprendrez pourquoi. C'est un des intérêts des projets Wikimedia, c'est qu'ils vont favoriser le décloisonnement des connaissances. C'est-à-dire qu'une institution culturelle qui va publier, mettre des images sur Wikimedia Commons, elle va permettre à ce que ces contenus soient utilisés dans d'autres champs que ceux dans lesquels ils ont l'habitude de publier. Concrètement, c'est vrai qu'un musée de beaux-arts, en général, il publie dans le champ du domaine des beaux-arts. Et il a du mal, il essaye parfois d'attirer sur d'autres problématiques plus transversales, plus sociétales, c'est pas simple. Le projet Wikimedia, eux, en revanche, les domaines de connaissances sont complètement poreux, et c'est ce qu'on remarque en permanence sur les réutilisations de fichiers. Tout en bas, vous avez la catégorie. Les catégories, là aussi, c'est pas toujours très simple. C'est finalement la principale mode de navigation. C'est un sujet de blague permanent chez le Wikimedia que on s'y retrouve difficilement dans les catégories. Voilà, donc y compris pour les contributeurs. Donc on a conscience que c'est pas simple non plus pour les utilisateurs. Un point sur les licences, on l'a évoqué brièvement ce matin, il me semble important de faire un rappel, parce qu'il y a souvent un malentendu quand même sur cette idée que Creative Commons égale licence libre, égale compatible Wikipédia. Non. Soyons clairs, non. Ce sont les licences Creative Commons libres, c'est-à-dire celles qui sont soit du BY, soit du CC0, soit du SA. Mais c'est vrai que les licences CC BY, NC non commercial ou ND non dérivé ne sont pas libres et n'ont pas leur place sur les projets Wikimedia. C'était l'objet de discussions il y a une dizaine d'années maintenant, finalement. Il y avait même pas mal de non commercial. Aujourd'hui, les choses sont beaucoup plus claires. Beaucoup de contenus ont été enlevés justement parce qu'ils n'étaient pas compatibles et on tâche d'avoir un contenu qui est homogène. Alors, les raisons, on va les donner. Elles sont à la fois pragmatiques et politico-philosophiques. J'ai envie de mettre les raisons pratiques en avant. Ça donne quand même un ensemble qui est cohérent, qui facilite les réutilisations et qui garantit une certaine sécurité juridique pour les réutilisateurs. C'est vrai que le NC, le non commercial, c'est évoqué plusieurs fois ce matin, il est flou. C'est vrai que de placer un contenu non commercial au sein de contenu libre, ça va placer les réutilisateurs potentiels dans des conditions d'insécurité juridique. Les cas limites, il y a bien sûr des cas très simples, mais il y a des cas limites qui sont très nombreux. Et finalement, on n'aide pas les utilisateurs en mettant du non commercial. On va créer beaucoup de contraintes. On a fait ce choix d'avoir que des ressources libres sur le projet Wikimedia Commons. Vous pouvez avoir parfois des contenus qu'on peut réutiliser comme les logos, ce genre de choses. Vous les verrez sur les projets Wikipédia avec des gros logos. Attention, ça c'est sous copyright, mais on a le droit on y a une exception de droit d'auteur qui nous permet de le faire. Mais Wikimedia Commons, c'est que du libre. Donc voilà, c'était décidé, c'est convenu. Et les choses aujourd'hui se sont clairement clarifiées dans ce domaine. Donc des Creative Commons non commerciales ne pourront pas être publiés sur Wikimedia Commons et ne pourront pas être réutilisés sur les projets Wikipédia. Donc ce point, il n'est pas toujours compris, donc je tiens vraiment à le rappeler sur cette importance des licences Creative Commons, qui ne signifie pas toujours licence libre et compatible Wikimedia. L'autre raison, sur le fait de vouloir que des ressources libres, puisque en fait finalement du Creative Commons non commercial ou non dérivé, ce n'est pas considéré comme une licence libre, c'est aussi une volonté de créer, de participer de l'émergence d'un bien commun informationnel qui est libre, qui est partageable, qui est réutilisable par tout le monde. Et c'est là que c'est vrai qu'on attend un apport des institutions patrimoniales. Il y a une forte attente sur la mise à disposition de contenus. Alors pour les œuvres du domaine public, dont les reproductions soient publiées sur des licences soit domaine public, enfin une absence de licence, en tout cas reconnue comme domaine public, ou des licences libres. Ça suffit finalement. Il faut bien comprendre que le bail, avant d'être une contrainte juridique, c'est une exigence éthique et scientifique. On n'a pas besoin de dire, on va le voir pour Wikidata tout à l'heure, c'est du CC0.
il n'empêche que si on veut bien faire les choses, on cite toujours la source de sa donnée. Donc le SA, le BY, pardon, il fait partie d'une bonne pratique avant d'être une contrainte juridique. Donc il a tout à fait sa place, et on peut aussi placer des contenus, les reproductions d'œuvres du patrimoine, notamment pour les œuvres en 3D, sous ces licences-là. C'est vrai qu'on a une forte attente et on a des manques importants. Alors on va avoir des envies concernant certaines œuvres. On aimerait bien que tel musée publie des reproductions d'œuvres de telle chose. On peut parfois aller faire des photographies, mais parfois on ne peut pas. Et parfois on est bloqué. Et on a quand même, ça fait des années qu'on en parle et on est toujours bloqué sur l'art pariétal. C'est vrai qu'on aimerait bien traiter les panneaux de la grotte de Lascaux, les magnifiques œuvres qu'on peut voir sur la grotte Chauvet au sein des projets Wikimédia. Et ben on ne peut pas, en fait, tout simplement, on est bloqué. On est bloqué depuis des années parce qu'on n'a pas de possibilité d'aller faire des photos, c'est tout à fait normal. Il y a des contraintes de conservation qui l'emportent avant tout, et ça, personne ne le remettra en cause. En revanche, la contrepartie, c'est qu'on attend que l'institution ou sa tutelle, le ministère, nous garantisse la mise à disposition de reproduction libre. C'est vrai que je suis allé voir sur un des sites d'une de ces grottes. Est-il possible de prendre des photos pendant la visite? Non, les photos et vidéos ne sont pas autorisées dans la grotte pour des raisons de conservation, heureusement, on a envie de dire. Et après, il y a marqué des cartes postales, des dépliants et des ouvrages illustrés dans nos sites sont disponibles dans la boutique. En fait, j'ai pas envie de me moquer, j'ai envie de dire c'est chouette, parce que, et c'est pas incompatible avec le fait de mettre des images à disposition. Ouais, il n'y a pas que les enfants qui aiment bien les cartes postales, moi j'aime bien avoir mon magnet sur mon frigo aussi, donc c'est pas... on va pas condamner ces pratiques commerciales, mais elles ne sont pas du tout incompatibles. Un musée peut très bien avoir une boutique à la sortie et en même temps mettre à disposition des reproductions d'œuvres sur son site. En tout cas, nous, on en a, j'ai envie de dire, limite besoin. On ne peut pas traiter l'art pariétal sur les projets Wikimédia parce qu'on n'a pas d'image et on ne peut pas en faire. Donc voilà, moi j'en appelle au secours, au ministère, faites quelque chose, libérez les... Donc voilà. Ce sont des projets voilà, constamment en évolution. C'est vrai que Wikimedia Commons est connu pour avoir un certain nombre de contraintes. C'est une médiathèque, c'est quelque chose où on range, c'est des rayons de bibliothèque, on va dire. C'est pas un opaque, c'est pas un catalogue en ligne, donc c'est pas simple, c'est connu, c'est pas simple de retrouver, c'est pas simple de s'y retrouver dans les catégories. Là, je prenais, c'est vrai, les estampes de Dürer. Alors déjà, c'est en anglais dans les catégories, donc c'est monolingue. Les catégorisations, l'arborescence, c'est pas toujours simple, elle est pas très rigoureuse. Enfin, elle a une rigueur, mais elle repose essentiellement sur des pratiques manuelles différentes et finalement, c'est pas toujours très cohérent. Les métadonnées, elles n'ont pas de contraintes de typage, ce qui fait qu'elles sont assez hétérogènes. Et ça rend aussi les outils de recherche très, très limités. Donc il y a deux choses dont je vais parler pour justement dériver sur ces évolutions en cours. Il y a un premier projet, les données structurées sur Commons, qui est un gros projet en cours et qui va mettre un certain nombre d'années, mais qui va permettre d'avoir une bien meilleure structuration des contenus et notamment des outils. Il va permettre d'avoir des outils de recherche plus efficients sur ces projets-là. Et une autre chose, c'est la possibilité d'utiliser Wikidata dans Commons. Alors c'est vrai que là, si on voit un fichier image, donc là, vous avez une reproduction d'une sculpture qui est conservée au musée du Petit Palais à Avignon, qui a été fournie dans le cadre de la campagne photo faite par le projet Image d'usage. On retrouve pareil dans les métadonnées une partie sur l'objet, une partie sur la photographie. Et si on regarde derrière le Wikicode, c'est beaucoup plus simple. Finalement, on a un modèle, donc on a deux modèles en fait, modèle art et modèle photo, et on va avoir des informations uniquement sur le fichier image. C'est-à-dire on va voir sa date, on va voir son auteur, on va voir la licence, on va voir la source, on va voir les catégories, c'est propre à Commons, mais tout le reste qui concerne l'objet, on n'a plus qu'une seule chose, un identifiant Wikidata. Ça y est, on y arrive, on parle de Wikidata. On va aller renseigner les informations sur cet autre site, cette super base de données dont je parlais tout à l'heure, et on va dire, cette image, elle est liée, c'est une image de cette œuvre, donc tu peux aller chercher toutes les métadonnées qui sont sur Wikidata, et ça se fait évidemment de façon automatique. Donc, qu'est-ce qui se passe sur Wikidata? Alors, où est-ce qu'il est Wikidata? Wikidata, en fait, il est déjà présent sur Wikipédia. On le retrouve, la première vocation du projet, c'est de gérer les liens interlangues sur le côté. C'est-à-dire qu'avant avant Wikidata, tous les liens interlangues se faisaient, je le rappelle, il y a plusieurs Wikipédia. Si on a une page sur la liberté dans le peuple sur la Wikipédia en français, on a une sur la Wikipédia en anglais, il faut faire des liens. Ils étaient faits à la main, en partie, puis il y avait une noria de robots qui prenait le relais. On a décidé de changer ça et tout centraliser avec un super concept qui est sur Wikidata et dans lequel on va associer des pages des projets Wikipédia notamment. On va avoir des données qui peuvent être réutilisées également dans la page, dans des boîtes d'informations qui sont la donnée structurée des projets Wikimédia. Comment ça s'organise les connaissances sur Wikidata? On va avoir un libellé
qui va dépendre de la langue. Donc pour cette œuvre-là, ça sera La liberté guidant le peuple en français. On va avoir une description, un tableau d'Eugène Delacroix, conservé au musée du Louvre. On va avoir des propriétés et des valeurs. Là, par exemple, on peut avoir un numéro d'inventaire avec une valeur. On va pouvoir rajouter des qualificatifs. Un numéro d'inventaire, ça s'associe toujours avec une collection. Donc ici, c'est le département des peintures du Louvre. Et on a aussi la possibilité de rajouter des références. Donc là, c'est une référence simple, mais on peut en rajouter plusieurs, et y compris mettre des dates, des pages précises. On peut rajouter pas mal de choses. Une des différences avec Commons, c'est que les données, elles sont très contraignantes. On a un typage qui est contraint. Une date, c'est une date. On ne va pas pouvoir mettre littéralement vers 1652. Par contre, on va pouvoir mettre 1652, précision, qualité de l'information, environ. C'est important, ça vous permet de faire du tri, de pouvoir faire ressortir la date et de pouvoir travailler avec au niveau des programmes. Toutes les données sont typées, sont contraintes, et on va surtout avoir des entités Wikidata. Beaucoup de valeurs seront des entités Wikidata. J'ai envie de dire, c'est une base de données orientée entité Wikidata. Ça va permettre de faire quoi? C'est-à-dire, si on prend les informations de l'élément Wikidata sur la liberté guidant le peuple, on va avoir un lieu de fabrication, un auteur, une inscription, un créateur, on va avoir un certain nombre d'informations. Là, j'ai demandé de l'afficher en français, mais je peux aussi bien l'afficher en japonais. Donc là, on voit que quasiment tout est libellé en japonais, sauf l'inscription, non, elle ne peut pas l'être, bien sûr. Donc justement, elle est maintenue, mais tout le reste, il y a des libellés qui existent en japonais. Donc on peut restituer l'information, la même, en japonais. Une personne, elle peut saisir en français. Ça va permettre une restitution dans une autre langue, justement en passant par ces concepts et leurs différents libellés. On parle de japonais, ça pourrait aussi bien être du russe. Ça fonctionne aussi pas mal. On voit qu'on a également beaucoup de libellés en russe, sachant qu'une personne, encore une fois, ne va contribuer que dans une seule langue. On peut continuer, hein. En arabe aussi. Là, on voit par exemple, on a Département of Paintings of the Louvre. C'est pas de la traduction automatique ce qui est affiché. C'est que quelqu'un qui est arabophone, à un moment, a dit Eugène Delacroix, ça s'écrit comme ça en arabe. Et ça permet de donner l'information. Personne n'a encore dit comment s'écrit Département of Painting of the Louvre, enfin le département des peintures du Louvre en arabe. Quand il le fera, ça pourra être enseigné. Et on peut comme ça l'étendre à un très grand nombre de langues. Donc on peut aller jusqu'à l'hindi, c'est vrai, enfin non, pas l'hindi, pas jusqu'à, c'est quand même une des langues majeures parlées dans le monde. Là, on peut voir que quand même on pêche encore, on a encore des progrès à faire. Mais on a déjà ces possibilités et ces champs qui sont déjà bien remplis pour pas mal de langues. D'accord. Donc je voulais juste après dire que brièvement sur qu'est-ce qu'on a comme œuvre, comme information. On a des données simples sur les œuvres d'art, on a un noyau simple, je veux dire, mais on peut l'étendre avec des données complémentaires. On l'a vu, on peut rajouter une inscription. On peut réutiliser après ces données sur Commons et Wikidata. Là, par exemple, c'est le projet Krotos sur lequel je collabore. C'est vrai qu'on peut taper xylographie Dürer et on va avoir toutes les entités œuvres des xylographies faites par Dürer, ce qui n'est pas possible sur Commons aujourd'hui. Un petit point quand même sur les GLAM qui contribuent sur ces projets. Moi, je voulais surtout mettre en valeur deux GLAM qui font quand même un travail extraordinaire. C'est à la fois d'un côté la Bibliothèque nationale du Pays de Galles, un très très gros travail qui est fait par une des personnes qui travaille maintenant là-bas, Jason Evans, qui a créé énormément d'éléments sur Wikidata avec des métadonnées très riches qui permettent de justement faire des cartes de localisation précises, des ressources, une grande description sur les instruments de musique représentés dans les stands, beaucoup de choses vraiment passionnantes, un très gros travail vraiment, c'est admirable. Et également, bien sûr, on en a parlé, on en reparle encore parce que c'est vraiment bien, tout ce que fait le musée Saint-Raymond sur les musées des Antiques de Toulouse, à la fois en termes de versement et justement de production d'éléments sur Wikidata avec des métadonnées ici aussi très riches. On l'évoquait la semaine dernière, on l'avait vu sur toutes les expositions. On peut lier les expositions, on peut rajouter des expositions dans les œuvres, au-delà du noyau minimal qu'on a évoqué tout à l'heure. Et c'est vrai que c'est là où le projet Wikimedia, les projets Wikimedia prennent tout leur sens. Ils ont cette capacité d'avoir un périmètre qui est sans fin, en fait. On n'a pas cette limitation institutionnelle. On a un périmètre qui est encyclopédique, qui est de l'ordre du domaine de la connaissance et de la production des créations. Et donc, on peut rassembler des œuvres qui sont dans plein d'institutions différentes. Et là, c'est vrai que c'est l'exposition Velázquez. On peut voir qu'on a des reproductions d'œuvres dans plein d'endroits différents. Alors ça, c'est pour voir, c'est pour apprécier, pour la délectation. Mais il y a aussi tout ce qui est scientifique. On va pouvoir faire une liste, là, par exemple. Alors, c'est pas général sur les expositions, c'est un travail en cours, mais on voit quand le potentiel est énorme. On peut faire la liste de toutes les œuvres de l'exposition et faire des renvois vers directement les pages sur les sites où
et conserver l'œuvre. Donc là, c'est des capacités relativement appréciables et nouvelles que permettent ces projets. Là, on voit, on a découvert que sur la base salon, enfin sur les salons, on a clairement du potentiel. Alors, vous voyez, hein, il en manque plein. N'hésitez pas à venir. Hein, on est en train de le faire. C'est des projets ouverts à tous. Hein, et puis voilà, on est dans une période quand même qui est un peu un âge d'or où il y a beaucoup à faire, tout en sachant que le projet tient déjà très bien la route. Donc voilà, n'hésitez pas à venir contribuer. Vous retrouverez à la fin des ressources. C'était dans une des autres versions du PowerPoint que vous retrouverez, que j'avais mise, qui a été mise en ligne sur le hashtag, où vous retrouvez des ressources. Pour terminer, je voulais juste évoquer, oui, que c'est un projet, n'hésitez pas à contribuer. Le projet, alors c'est sûr qu'il est encore jeune, il a 5 ans, il court partout et il fait du bruit, mais quand même, ça marche. On a atteint une maturité en termes de solidité documentaire, de contributeurs, de nombre de contributeurs qui sont là, qui participent, et une masse critique aussi en termes de contenu. C'est vrai que par exemple, si on prend les peintures, il y a eu un projet de la somme de toutes les peintures, on en est à 350 000 peintures aujourd'hui, entités peintures quand même qui sont renseignées, dont plus des 3/4 ont des liens directement vers les bases des musées qui les conservent, ou quand il y en a. Sur ces 350 000, on en a 100 000 on arrive aux 100 000 avec images peinture. Pour avoir un ordre de grandeur, Joconde, c'est 65 000, je crois, peintures et 30 000 avec images, un peu plus de 30 000 avec images. Donc c'est pour vous situer à quel point quand même on a déjà énormément avancé en termes de documentation justement des collections de peintures. Tout ça avec des données qui sont de très bonne qualité. Je voulais terminer sur voilà, un mouvement de contribution qui est en cours, qui concerne l'exposition Mirabilis, qui a lieu actuellement à Avignon. C'est une production de reproduction d'œuvres qui s'est faite dans le cadre du projet Image Usage. Et donc on va publier, on a commencé, vous le voyez, ces images sur Commons, et évidemment on va aussi créer les entités sur Wikidata, ce qui fait qu'on aura une très belle exposition qui sera requêtable, parce que ces données sont requêtables, réutilisables bien sûr de Wikidata, qui seront présentes sur les projets Wikimedia, ce qui permettra quand même à ces projets de s'inscrire dans une pérennité, dans une ressource qui sera accessible sur le long terme. Et c'est là où on voit que finalement, et je terminerai là-dessus, que ces projets s'inscrivent dans les pratiques documentaires, dans les domaines métiers. On parle quand même de référencer, d'aligner, de documenter, de typage. C'est exactement finalement la même chose que les problématiques documentaires au sein des institutions. C'est juste qu'on les fait à une large échelle avec une plus grande diffusion. Merci beaucoup. Merci beaucoup Benoît. C'était un challenge aussi de présenter Wikidata et l'étendue de Wikidata en quelques minutes. Donc on a pris un petit peu de temps de retard. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle pour l'un des 3 intervenants? Je peux faire le transfert de micro. Oui, c'est moins une question qu'une observation. J'ai été très sensible sur ce qui a été dit à propos des mèmes et de la culture un peu web de réappropriation des œuvres. Et c'est d'autant plus fort quand les artistes eux-mêmes en jouent. On peut penser à Banksy récemment avec son mème qui a fait je ne sais pas combien de millions de vues sur Instagram, et son œuvre qui s'est autodétruite. Donc les artistes eux-mêmes peuvent maintenant interagir avec les différentes communautés d'utilisateurs. Et voilà, donc c'était juste pour dire ça. Je vais rebondir là-dessus. Ou est-ce qu'il y a une autre question? Alors moi je vais poser une question, alors j'ai pris des notes. J'aurais une question sur, a été évoqué le rôle des institutions, de comment l'institution et même les laboratoires de recherche peuvent s'impliquer dans la fédération de communautés. Hein, c'est ce que vous disiez aussi à la fin de votre présentation sur le fait de pouvoir les fédérer, les trouver dans un moment pour pouvoir, on va dire, insuffler des choses et que ensuite cette communauté puisse être, on va dire, assez autonome. Benoît a évoqué aussi le fait d'impliquer les institutions culturelles dans l'alimentation de ces projets-là. Et je ne sais pas, peut-être si Johanna peut évoquer aussi dans son rôle de est-ce qu'elle a déjà participé à ces projets de fédération de communautés, hein,
que essaye d'alimenter, de fédérer les institutions culturelles à travers des événements comme de type Muséomix qui existe depuis 2012, différents hackathons avec aussi les effets négatifs ou pervers que l'on connaît aussi sur cette propagation des hackathons, ce qui est aussi une question qui peut être discutée. Voilà, peut-être le retour sur est-ce que vous avez pensé à ces types d'événements-là pour fédérer une communauté autour de vos collections. Au musée de Bretagne, on a effectivement fait un muséomix en 2015, mais c'était plus autour des modes de présentation des collections, en fait. L'exposition permanente, inventer de nouvelles façons de la montrer. Pour le moment, nous, on n'est pas dans cette dynamique-là pour le portail des collections. On espère s'y mettre bientôt, donc je vais passer vite la parole. C'est quelque chose dont on discute beaucoup avec Benoît, justement, de comment les institutions peuvent motiver les usagers à réutiliser. Parce qu'en fait, d'un côté, il y a une demande des usagers d'être impliqués dans les institutions. Les usagers, ils ont envie. Mais souvent, moi, pour beaucoup travailler avec des usagers, il y en a beaucoup qui disent « Oui, mais est-ce que l'institution veut de moi ?» Et le dialogue n'est pas facile parce que l'institution, elle a encore... le musée temple du 19e, c'est encore comme ça que les gens le perçoivent, le musée. Et par ailleurs, on a ce mouvement des hackathons. Donc, c'est des événements, je pense que tout le monde doit connaître maintenant les hackathons. Donc, on fait un marathon sur 3 jours où, en fait, en 3 jours, vous allez, je sais pas moi, contribuer à Wikipédia, créer un nouveau dispositif de médiation. Souvent, malheureusement, certaines institutions utilisent ça comme de l'innovation et de la recherche et développement gratuit. Et derrière, il y a des attentes puisque les gens donnent du temps bénévolement. Ils attendent un juste retour, un échange équitable. Et c'est quelque chose dont on discute beaucoup avec Benoît autour de Wikipédia et de Wikimedia, où en fait les institutions culturelles parfois arrivent en disant on voudrait libérer nos images, on veut que les internautes fassent du crowdsourcing, donc ils documentent nos collections. Et parfois ça fait flop parce qu'en fait déjà il n'y a pas énormément de gens qui ont envie de contribuer. C'est une minorité d'internautes, très, très, très motivés, mais minorité quand même. Et parfois, l'institution propose un projet qui ne correspond pas aux attentes des internautes. Et en fait, si on veut monter un projet de contribution et de collaboration entre l'institution et les internautes, il faut être à l'écoute des internautes et à l'écoute de ce qu'ils ont envie. Parce que si vous proposez un projet qui n'intéresse pas, les gens ne vont pas prendre du temps. En général, par exemple, si on prend la notation collaborative en archive de l'état civil, pourquoi les généalogistes font de la notation collaborative de l'état civil? C'est qu'ils savent que derrière, quand ils auront une base de données non nominative, ils auront beaucoup plus de facilité à retrouver les données sur leurs ancêtres. Donc, ils vont contribuer parce qu'ils savent qu'ils vont récupérer. Derrière, ils vont bénéficier de l'investissement qu'ils ont collectivement mis dans le projet. Si on arrive avec un projet sur lesquels les gens ne trouvent pas leur intérêt, ils ne vont pas contribuer, c'est assez logique. Voilà. Et c'est un problème, oui, qu'il y a souvent, tu veux peut-être rebondir pour... Oui, tout à fait, amener de l'eau au moulin. C'est vrai que c'est important pour une institution quand même d'être à l'écoute, ne serait-ce que des gens qui produisent des contenus sur son institution et qui lui donnent une diffusion plus large. Il faut quand même voir aussi l'importance, on ne l'a pas évoqué, quand même des volumes de diffusion qui sont à une autre échelle que ceux de l'institution en général sur les projets Wikimedia. C'est vrai qu'il y a souvent, et là je vais faire une petite fausse note par rapport à ce qui se dit habituellement, un gros malentendu sur les collaborations entre les GLAM et les projets Wikimedia. Il y a souvent cette idée que si on fait un partenariat, il y a plein de Wikimédiens qui vont venir et qui vont travailler gratos et vont vachement nous diffuser. Non, en fait, ça n'arrive pas, en fait. Ça ne marche pas. Non, mais je le dis parce on a souvent peut-être, on y croit un peu, on se dit ouais, ça va marcher, on va faire un éditation, plein de gens qui vont venir. C'est vrai que ça fait venir du monde, mais en réalité, c'est peu productif. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à un moment, si l'institution, c'est pas forcément mauvais de faire des éditatons, mais c'est très aléatoire. Il y a un moment, on se pose la question, et je rebondis sur ce qu'a fait les musées de Bretagne. On n'est pas parti d'un hackathon, vous êtes parti d'un PSC, vous êtes parti d'un projet scientifique et culturel. C'est un moment, c'est une question de la mission de l'institution. Et si c'est une mission, si c'est stratégique, on s'en donne les moyens. Et ça ne repose pas sur on va faire une après-midi collaborative, on va voir ce qui se passe. Non, il faut l'institution, elle a besoin de garanties, elle a des objectifs, elle va faire en sorte que les personnels soient formés, soient compétents et qu'ils fassent en partie la contribution, parce que, comme je le dis, c'est des pratiques métiers. À un moment, on est sur des très très gros volumes. Il faut bien voir que nous,
les Wikimédias, on n'est pas du tout en capacité de tout prendre. On est en attente de certaines choses. On l'a vu sur les grottes pariétales. Après, il y a plein de données libres à traiter. Hein. On croule sous le volume, on ne pourra jamais tout traiter. Donc si une institution, elle veut être active, être diffusée, être présente, et ça peut être intéressant, parce que les projets Wikimédia, c'est aussi une manière pour les institutions de diffuser. Être présent sur Wikidata, c'est aussi être présent dans le web de données pour un musée, notamment un petit musée, ça peut être très intéressant. Si elle veut avoir cette application forte, il faut qu'elle dégage des ressources concrètement, il faut qu'elle s'assure d'une formation, éventuellement dans un cadre professionnel, de ses agents, qu'elle inscrive dans les fiches de poste et qu'elle dégage du temps pour faire ses contributions. Mais en tout cas, ne pas avoir une attente très aléatoire, et ce n'est pas un modèle reproductible, en tout cas, du bon vouloir des bénévoles. Merci pour ce cri du cœur et cet appel et que je rejoins à 100%. Je regarde au niveau du temps, parce que je pense, est-ce qu'on peut se permettre de prendre une dernière question s'il y en a une? Une question, on m'avait dit qu'il y avait une question à la gauche. Une dernière question pour éviter trop de retard pour la suite. Merci beaucoup pour les présentations. En fait, je me posais la question jusqu'où les institutions peuvent aller en utilisant Wikidata pour gérer l'ensemble de leurs projets de données liées, d'après toi. Et ça veut dire quoi aussi en termes de structuration des contenus, c'est-à-dire quel type d'évolution tu penses qu'il est possible encore de faire dans le contexte de Wikidata sur le choix des catégories, la structuration des contenus, de manière à répondre aussi à une réelle valorisation des données, parce qu'il y a des institutions qui n'ont pas forcément besoin de mettre en place un Sparkle Endpoint pour gérer leurs données, et on peut très bien imaginer des projets de collaboration de ce type. Exactement. En effet, il était évoqué ce matin le fait de mettre à disposition des API sur les sites des musées. J'en doute de plus en plus en fait. Hein. Je pense qu'au contraire, il est beaucoup plus intéressant pour beaucoup d'institutions d'aller contribuer à ces projets-là, et ça leur permettra même de requêter leur propre collection, de bénéficier d'un Sparkle qui est de très très bonne qualité, et de bénéficier d'autres domaines des connaissances qui sont aussi structurés dans Wikidata. Sur les évolutions futures, j'en sais pas trop, je sais pas ce que ça va devenir. C'est vrai qu'on voit que c'est un projet qui évolue beaucoup. L'Endpoint Sparkle, il n'existait pas il y a 4 ans. On avait une autre API, et c'est vrai que les possibilités qu'elles offrent aujourd'hui sont énormes. On ne l'avait pas forcément anticipé à l'époque. Et donc oui, il y a du bon à voir. Après, il y a déjà des institutions qui contribuent sans qu'on leur demande rien. J'ai pu voir sur les formats de fichiers. En réalité, ce sont des institutions, plusieurs institutions de France, des États-Unis, qui font de l'archivage numérique. Et s'ils font de l'archivage numérique, ils ont besoin d'un répertoire des fichiers. Et ce répertoire numérique, il faut qu'il soit libre, parce que comme c'est un peu le tableau des clés, pour pouvoir lire les fichiers à l'avenir, il est important qu'ils mettent en place un projet libre. Ils ont essayé un projet libre, donc c'est un consortium international, qui finalement a capoté faute de financement sur cette problématique, qui n'a pas suscité un intérêt majeur. Et il s'est avéré que pour eux, Wikidata était la meilleure solution. Et donc on a toute une partie de Wikidata sur les formats de fichiers qui finalement est gérée par les professionnels, qui sont dans leur domaine métier et qui sont actifs là-dedans. C'est vrai que les collaborations, elles sont importantes. En tout cas, si une institution veut avoir une maintenance, il y a aussi une question de maintenance à faire sur toutes les productions qui sont faites. Et si elle veut avoir un niveau de métadonnées qui soit assez riche, et on pense notamment à tout ce qui va être indexation iconographique, il est certain qu'elle aura tout intérêt à s'investir d'elle-même, d'investir ses agents. Merci, je pense qu'on peut conclure cette 4e session. Et pour commencer, est-ce qu'il y a une pause maintenant ou c'est une pause après, hein?